ils s'en seraient pris aux populations civiles car ils aideraient de moins en moins les rebelles. Les Hutus, quant à eux, affirment que la responsable serait l'armée. Les soldats auraient assassiné la population car elle protégerait les rebelles. On peut dire que la population civile est en fait désemparée. Elle est comme prise en otage par cette violence qui provient aussi bien de l'armée que de la rébellion qui combat cette armée, l'accusant d'être au service d'un pouvoir mono-ethnique en ce qui concerne le Burundi. Donc la population civile se trouve otage et en même temps bouc émissaire en fait de cette situation de violence. La population, tout ce qu'elle cherche, c'est la sécurité. Alors, tantôt, elle se réfugie du côté où elle sent qu'effectivement cette sécurité pourrait être assurée. Et parfois, c'est dans les zones qui sont solidement contrôlées par l'armée. Parfois aussi, c'est dans les zones qui sont sous le contrôle des rebelles. Donc, la population, elle n'est pas partie prenante dans cette violence. Tout ce qu'elle cherche, c'est la sécurité. Reprise du procès Papon après 13 jours de suspension. Maurice Papon a été questionné cet après-midi sur le convoi de 444 juifs déportés de Mérignac à Drancy. Il s'agissait de la 3e suspension du procès en raison de l'état de santé de l'inculpé. Ce retard repousse d'autant le prononcé du jugement qui n'est pas attendu avant avril. Un nouveau président pour la Lituanie, Valdas Adamkus, a gagné le 2e tour des élections avec tout juste 50,3% des voix. Le spécialiste de l'environnement, qui a vécu plus de 50 ans en exil aux États-Unis, est soutenu par le gouvernement de centre-droite. Une victoire surprise, son rival Paulauskas était en tête après le premier tour. Le roi espagnol à Mostar, Juan Carlos et son ministre de la Défense, Serra, ont rendu visite aux 1300 soldats espagnols déployés en Bosnie dans le cadre de la SFOR. Le roi a déposé une gerbe en mémoire des 18 soldats espagnols décédés en Bosnie. Une journée particulière pour Juan Carlos qui fêtait aujourd'hui son 60e anniversaire. L'émigration kurde, cœur de la cible de la Turquie. Après plusieurs descentes, la police turque a arrêté plus de 500 réfugiés. Ils venaient d'Irak, de Syrie, du Pakistan, d'Afghanistan et du Bangladesh. Ce n'est qu'un début, annonce Istanbul. Déjà plus de 1200 Kurdes ont quitté la Turquie pour trouver refuge en Italie. Où est votre chef? Une question que les soldats mexicains ont posée avec insistance aux Indiens de Realidad. Mais rien à faire, le chef, le sous-commandant Marcos, qui dirige la rébellion zapatiste depuis 1994, est resté introuvable. Sous prétexte de protéger les Indiens, d'éviter toute nouvelle attaque des groupes paramilitaires, le village de Realidad, le quartier général des zapatistes, est placé sous haute surveillance. Pourtant, le gouvernement du président Zedillo était décidé à tourner la page. Il avait annoncé son intention de reprendre les pourparlers avec les zapatistes. Et en signe de bonne volonté, il avait même limogé son ministre de l'Intérieur, Emilio Chouafet. L'opposition tenait ce dernier pour responsable du massacre des 45 Indiens perpétré par un groupe paramilitaire le 22 décembre dernier. Son remplaçant, Francisco Labastida, s'est engagé à faire toute la lumière sur cette affaire. Il souhaite également concrétiser les accords négociés avec les zapatistes. En premier lieu, inscrire dans la Constitution le statut d'État autonome du Chiapas. Pour aboutir, il s'est dit prêt à rencontrer le sous-commandant Marcos. Mais en attendant, le gouvernement de Zedillo joue la carte de la prudence. Plus de 30 000 soldats sont aujourd'hui mobilisés au Chiapas. Une situation qui est loin de rassurer les Indiens. Ils craignent de nouveaux attentats des paramilitaires. Selon la revue mexicaine Proceso, l'ancien président Salinas aurait organisé l'ensemble des groupes paramilitaires. Leur mission, éliminer la guérilla et ceux qui la soutiennent. Le musée Carnavalet est un endroit apprécié des visiteurs de la capitale car il réunit la plus belle collection d'images, de peintures et de meubles qui résument toute l'histoire de la ville de Paris. C'est dans ce lieu des trésors parisiens qu'on expose aujourd'hui les travaux de 5 photographes français, réalisés entre 1995 et 1996 et qui montrent comment Berlin change de peau. 8 ans après la chute du mur, chacun peut voir Berlin à la recherche de son identité et ce qui frappe d'abord, ce sont les immenses espaces vides de cette grande métropole. Je crois que la très grande différence sont les espaces. Enfin, vraiment, Berlin est une ville verte.
Et Berlin ayant été bombardée, c'est une ville également en partie neuve. Et je crois que c'est ce qui fait la grande différence avec Paris, qui est devenue une ville muséale. Mais Berlin est aussi avant tout une ville qui change à un rythme d'enfer. La plupart des endroits photographiés par les artistes français ont bien changé depuis. Sur le travail d'Olivier Martin-Gambier, je crois qu'il ne reste plus qu'un espace qui n'a pas du tout changé. Le travail de Luc Beuglis sur les bords de l'Hpré, certains lieux ont été rasés, mais on retrouvera toujours ce paysage industriel pour l'instant qui est toujours présent, mais qui est appelé à disparaître ou à être restauré, réhabilité. Le travail de Stéphane Couturier, bien sûr, c'est un travail sur la stratification de la ville. Tous ces chantiers ont évolué. Donc, maintenant, des immeubles sont construits. Quant au travail de Jacqueline Salmon, les lieux culturels sont toujours en place, heureusement, même si certains voient leurs difficultés budgétaires s'accroître. Avec ces images, ce sont en fin de compte des sortes d'espaces où se sont sédimentées les traces du corps social vivant d'un quartier ou du tissu général d'une ville, comme montre Sylvie Versou. Tous les photographes ont voulu faire un état des lieux ou un constat intermédiaire d'une ville en pleine transformation, sans le moindre sentiment de nostalgie. Joyeuse fête se dit Schöne Viertag. Ce soir, Mathieu Kassovitz en empêcheur de penser en rond, Charlie Chaplin en vagabond illuminé par la grâce et Kassovitz encore en jeune premier prometteur. Autrement dit, à 20h45, la haine, à 22h30, les lumières de la ville et à 23h55, court-circuit. Mais d'abord, des nouvelles du ciel et de la poste. Le courrier. Merci pour leur joli dessin sur le monde idéal à Pauline, 5 ans de Vireux-Vallerand, à Kevin, 4 ans de Saint-Germain-Chassenay. Merci à la petite Leslie de Landéda, à Joséphine, 4 ans de Verderel et à Myriam, 2 ans de Dortmund. Ils recevront bientôt de nombreux cadeaux pour avoir participé à notre jeu concours. Si vous souhaitez nous écrire, envoyez vos courriers à notre service téléspectateur à l'adresse suivante ou consultez notre télétexte page 600. Aujourd'hui, une succession rapide de nuages s'est étendue sur l'ouest et le centre de l'Europe. Un vent violent a encore soufflé sur le sud de la Scandinavie, pendant qu'une tempête se formait en mer d'Irlande. Le centre et le sud de la France étaient souvent dégagés. Un ruban de pluie traversera la France, mais les éclaircies se multiplieront dans le sud. En Allemagne, les gros nuages se dirigeant vers l'est seront aussi à l'origine de chutes de neige. Demain, un vent tempétueux poussera d'abord d'épais nuages dans toute l'Allemagne et il pleuvra abondamment dans l'est. La neige tombera dès au-dessus de 500 mètres, mais cela ne durera guère. Le soleil réussira finalement de jolies apparitions dans l'ouest. La France sera largement couverte de nuages denses, mais les précipitations ne seront pas très importantes. Dans le nord-ouest, le ciel s'éclaircira entre 2 averses. Par contre, en Aquitaine, en Alsace et sur la côte méditerranéenne, le soleil aura vraiment carte blanche. La nuit sera bien fraîche dans le Massif central et dans l'Est, où le thermomètre descendra jusqu'à 1 degré.
Dans la journée, les écarts de température entre l'ouest et l'est seront grands. Il fera 15 degrés à Bayonne et 7 à Nancy. Au petit matin, le mercure indiquera 1 degré en Bavière et 5 dans le nord-ouest du pays. Les maximales resteront très modestes, elles varieront entre 2 degrés à Munich et 7 degrés à Münster. Demain, intempéries et turbulences domineront toujours le continent. Les averses seront fréquentes, les pluies persisteront en Pologne et sur la Baltique, des orages éclateront sur l'Irlande et de légers flocons flotteront sur la Russie. Mais le soleil brillera de l'Espagne à la Bulgarie. L'air sera très doux dans l'ouest et le sud, de 10 à 18 degrés et même 19 à Malaga, mais nettement plus froid dans l'est, de 1 à 4 degrés et 0 à Moscou. Mercredi, la couverture nuageuse assombrira une grande partie de la France et de l'Allemagne, mais la journée sera belle dans la région Rhône-Alpes, en Corse et en Bavière. Jeudi, une amélioration est prévue et la douceur se maintient. Si vous rêvez d'un vrai hiver, tapez 3615 Arte et vous trouverez sûrement de la neige quelque part. Demain, ils errent dans les rues grises de Bucarest. Parfois avec insouciance. Les amoureux font la manche en attendant la délivrance. Gigi, Monica et la petite Bianca regardent la vie en face. Demain, à 20h45. Du lundi au jeudi. Un regard, une main de fer dans un gant de velours et un visage d'ange pour faire chavirer les dames. Steve McQueen, un justicier de tic et de choc, du lundi au jeudi à 19h dans Au nom de la loi. du western sur Arte. Oh, que va dire Télérama? La haine crache son venin sur le macadam, histoire de faire pousser la polémique. Maintenant.